Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Monsieur l'ancien Premier ministre, Mesdames et Messieurs les anciens ministres, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Vice-président du Conseil d'État, Messieurs les vice-présidents honoraires du Conseil d'État, Monsieur le Préfet de la région d'Île-de-France, Préfet de Paris, Monsieur le Chancelier honoraire, Madame le secrétaire perpétuel, Messieurs les secrétaires perpétuels, Madame la secrétaire générale du gouvernement, Monsieur l'ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les membres et anciens membres des hautes juridictions d'Allemagne, de Belgique, d'Italie et du Royaume-Uni, Madame la procureure générale honoraire près la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs les présidents de section au Conseil d'État, Monsieur le président de chambre à la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les présidents de section, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, Monsieur le préfet de la région de Normandie, Monsieur le directeur général de l'Opéra national de Paris, Monsieur le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs les professeurs, mes chers consoeurs et confrères, Mesdames et Messieurs, après ce passage tout entier au vocatif et dont la longueur pourrait faire sourire, il me faut passer à d'autres cas et demander le plus grand sérieux. Je rappelle en effet que la simple évocation de toutes ces personnalités et de toutes ces hautes fonctions est déjà, en elle-même, un hommage à Bernard Stirn. Car au fond, cette liste ne fait guère qu'en résumer la carrière en ses multiples et successives facettes. Merci donc de nous avoir fait entreapercevoir ce que Proust appelait la rumeur des distances traversées. Une telle liste donne une idée du prisme que composent les milieux divers à travers lesquels l'activité de Bernard Stirn s'est réfractée. Parmi toutes les couleurs du vaste spectre produit par le dit prisme, nous allons cet après-midi donner un net avantage à la couleur verte, celle des parements qui rendent un peu plus gais nos austères uniformes noirs, uniforme qui sera désormais le vôtre, et qui, chers confrères, aurait dû l'être depuis longtemps. Vous avez en effet été élu en mars 2019,
il y a donc plus de 3 ans. La cause de ce retard est bien connue, et même si elle a eu des conséquences bien plus graves, celle-ci reste quand même bien ennuyante. Il nous a donc fallu repousser par 2 fois la date de votre réception, ce qui fait que les personnes qui sont venues vous honorer ont été invitées à pas moins de 3 reprises. Un second merci, cette fois aussi bien à vous qu'à vos amis, pour la patience et l'humour avec lequel tous ont su prendre ces contretemps répétés. Les personnes venues vous honorer, ai-je dit, mais est-ce bien nous qui allons aujourd'hui honorer Bernard Stirn? Ou n'est-ce pas plutôt lui qui nous fait l'honneur de s'associer à nos travaux? Tout porte à croire que c'est ce qui ressortira à l'évidence de la présentation que Pierre Delvolvé va nous donner de notre nouveau confrère. Je remercie donc tous ceux qui sont venus de leur présence en ces murs et, comme je viens de le promettre, je céderai la parole à Pierre Delvolvé, mais nous allons d'abord écouter la chorale du Conseil d'État pour le premier intermède musical. Je profite de l'occasion pour remercier les artistes, musiciens qui sont venus donner un air de fête à ce qui en est de toute façon déjà une. Merci au chœur. Et je cède la parole à mon confrère Pierre Delvolvé pour son discours d'accueil. Monsieur le Président Stirn,
vous êtes entré à l'Académie sous le signe de la continuité. Continuité d'abord par rapport à Prosper Veil, dont vous occupez le fauteuil et dont vous allez tout à l'heure retracer la vie et exposer l'œuvre. Il a marqué les étudiants, la doctrine, par la rigueur de ses analyses, la hauteur de ses vues et l'élégance de son style. J'ai une dette particulière envers lui. Il m'a préparé à l'agrégation, il m'a introduit dans les grands arrêts et il a soutenu ma candidature à l'Académie. La continuité, pour vous, est également une continuité familiale par rapport à votre grand-père, d'abord, Myrtille, dont le prénom est le deuxième des vôtres et dont l'épée qui va vous être bientôt remise par Monsieur le Président Sauvé était celle-là même qu'il portait comme préfet lorsqu'il fut nommé en 1928. 10 ans plus tard, en 1938, il est directeur de l'assistance et de l'hygiène publique. À ce titre, il est conseiller d'État en service extraordinaire. Doublon qui a été supprimé par les réformes ultérieures et qui n'a pas été repris par l'ordonnance du 2 juin 2021, alors même que ses auteurs voulaient renforcer les liens entre la vie administrative et le Conseil d'État. La carrière préfectorale de votre père a marqué les premières étapes pour vous dans la vie. Elle vous avait fait naître à Caen, entreprendre vos études secondaires à Rennes et les poursuivre au lycée Pierre de Fermat à Toulouse. Même si vous avez aujourd'hui établi votre port d'attache en Normandie, vous êtes resté attaché à la ville rose et à la région qui est aussi la mienne et la vôtre, Monsieur le Premier ministre. Votre père s'y était déjà installé pendant la guerre comme avocat à Castelsarrasin, avant de s'engager dans la Résistance et de participer ainsi à la libération de Montpellier avec une arme que vous avez toujours à balle, celle-là. Vos antécédents familiaux vous conduisaient logiquement à entreprendre des études de droit et à Sciences Po, à entrer à l'ENA et en sortir comme auditeur au Conseil d'État avec le premier grade du corps. Ce ne sera plus le cas aujourd'hui. La réforme du 2 juin 2021 réalise tout un processus pour que l'on puisse entrer au Conseil d'État et poursuivre. Après des études supérieures qui doivent durer au moins 4 ou 5 ans, réussir le concours d'entrée à l'Institut national du service public, en sortir comme administrateur de l'État et exercer ses fonctions d'administrateur pendant au moins 2 ans avant d'être recruté comme auditeur, non pas dans un grade, mais dans une fonction à temps, par recrutement par un comité de sélection. La logique de l'arrêté des consuls du 19 novembre de l'an 11 est inversée. On était nommé auditeur au Conseil d'État pour apprendre les fonctions administratives. Aujourd'hui, il faut d'abord exercer les fonctions administratives avant d'entrer au Conseil d'État. Vous êtes ensuite devenu maître des requêtes par un avancement
automatique. Ce ne serait plus le cas aujourd'hui. Il faut, après avoir exercé les fonctions d'auditeur, se présenter devant une commission d'intégration. Le Conseil constitutionnel n'a pas voulu que son indépendance corresponde à un principe constitutionnel, mais rien n'empêche le Conseil d'État d'y voir un principe législatif. D'ailleurs, on peut compter sur le Conseil d'État pour veiller au bon fonctionnement du système. Maître des requêtes, vous avez exercé des fonctions administratives et des fonctions contentieuses. Fonctions administratives, comme secrétaire général du Conseil d'État, où vous avez été nommé par Monsieur le Président Marceau-Long. Sa mémoire a été célébrée l'année dernière comme grand commis de l'État, qui avait le sens de l'État, le sens du service, le sens de l'administration et le sens de sa justice. Je ne peux pas oublier qu'il a eu, pour mon père et pour moi, une particulière attention. Lorsque vous étiez secrétaire général, Yves Godmet et moi, vous avons rendu visite pour essayer de déterminer dans quelles conditions des professeurs de droit pourraient être intégrés au Conseil d'État comme ils peuvent l'être à la Cour de cassation. C'est aujourd'hui chose faite. Mais cela nous fait perdre des collègues dont certains étaient parmi les meilleurs. Après l'exercice de vos fonctions de secrétaire général, c'est Madame de Boisdeffre qui vous a succédé. Vous avez alors exercé des fonctions contentieuses comme commissaire du gouvernement, aujourd'hui, grâce à M. Sauvé, rapporteur public, et vous avez notamment conclu pour faire assurer le respect de la légalité. De la légalité, la procédure fait partie. Elle n'a pas bonne réputation comme entravant l'action. Pourtant, lorsqu'une institution se dote de règles s'agissant des délais à respecter, des informations à donner, des modes de délibération à suivre, elle se protège autant qu'elle protège ses membres. Elle évite les surprises et les combinaisons. Ce n'est pas sans raison qu'Hering écrit « La procédure est la sœur jumelle de la liberté ». De vos conclusions, qui sont trop nombreuses pour que je puisse les citer toutes, je ne retiendrai que 3 en raison des prolongements qu'elles ont pour la situation actuelle. En 1988, dans l'affaire Les Cigognes, vous concluez à la légalité, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'opposition du commissaire de la République du Bas-Rhin à une association qui avait pour objet de promouvoir et de faciliter la gestation pour autrui. En 1991, dans l'affaire Brasseur, vous précisez les modalités du déféré préfectoral. C'est là pour vous, monsieur le préfet, mon ancien étudiant. Et aujourd'hui, son maintien est contesté, alors qu'il s'agit d'une procédure qui permet de protéger les administrés contre les potentats locaux. Enfin, devant le tribunal des conflits en 1989,
Vous concluez, affaire de Ville de Pamiers, au sujet de la compétence pour statuer sur les recours dirigés contre des décisions prises par les autorités publiques, et vous démontrez, sans difficulté d'ailleurs, qu'il ne revient qu'à la juridiction administrative de connaître des décisions adoptées par les autorités publiques dans l'exercice de prérogatives de puissance publique et pour l'accomplissement de missions de service public. La continuité de votre carrière s'est encore réalisée par l'accès au grade de conseiller d'État sans la césure imposée par le texte récent. Puis, vous êtes devenu président adjoint, président de section, président de la section du contentieux. Vous succédez à mon ancien condisciple à un an près, à Sciences Po, Bruno Genevoix, devenu aujourd'hui mon co-auteur et même mon complice. Vous avez exercé ces fonctions de mai 2006 à décembre 2018, sans doute moins longtemps que de grands prédécesseurs, Jean Romieux, 1918-1933, mais autant que d'autres, et même un peu plus, Raymond Audin, 1966-1976. C'est quand vous présidiez la section du contentieux qu'ont été rendus sous la présidence du président Sauvé de grands arrêts. La rénovation du contentieux des contrats publics, le droit souple, le statut constitutionnel de la charte de l'environnement et l'articulation entre les normes constitutionnelles et les normes européennes, avec des prolongements, quand vous étiez parti, au sujet de la conservation des données personnelles et du temps de service des gendarmes. Vous n'étiez plus là lorsqu'il a fallu tirer les conséquences, ou plutôt les inconséquences, de l'innovation par le Conseil constitutionnel de son contrôle des ordonnances non ratifiées. Vous n'étiez plus là non plus quand le Conseil d'État a ordonné au gouvernement de préciser les mesures de lutte contre le coronavirus et a astreint le gouvernement à adopter et mettre en œuvre un plan de pollution de l'air, contre la pollution de l'air. Le pouvoir d'arrêter le pouvoir devient le pouvoir de contraindre le pouvoir. Où est la limite de la séparation des pouvoirs? À cette question, l'université pourrait peut-être répondre, le cas échéant, avec votre concours. Vous lui avez déjà beaucoup apporté, en donnant des conférences, en contribuant à des colloques, en participant à des jurys de thèse, et en particulier pour moi, en participant au jury du concours d'agrégation de 1997-1998. Vous y avez été nommé en vertu du choix du président du jury, lui favoreux, et non pas en vertu d'une décision du vice-président du Conseil d'État, comme il le fait pour n'importe quelle commission administrative. Vous avez beaucoup apporté aux candidats, aux lauréats
dont certains sont parmi nous, et aux membres du jury. Quand des oppositions se manifestaient, vous les mettiez en perspective en conduisant à la solution qui de là clairement s'évinçait. C'était sans doute la même méthode que vous aviez pour présider à des séances de la section du contentieux. Vous exercez aujourd'hui, à l'égard de l'université, des fonctions particulières. Vous êtes président de la commission de déontologie de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Vous connaissant, nous n'avons aucune inquiétude sur la rectitude avec laquelle vous exercez cette fonction. Votre personne n'est pas en cause. C'est l'institution qui l'est. Elle peut être rapprochée de la présidence, de la formation disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui a toujours été assurée par un professeur d'université et qui, depuis la loi du 26 juillet 2019, l'est par un conseiller d'État. C'est une révolution. La liberté académique impose que l'université se contrôle elle-même. Il y a peut-être des professeurs qui sont incapables de présider une formation collégiale, mais il y en a d'autres, notamment en droit, qui ont la compétence et l'autorité pour faire assurer la discipline universitaire. Le doyen Vedel en était le modèle. Il a des prolongements. L'université est aujourd'hui minée de l'intérieur par des veilleurs qui n'ont pas des profondeurs, attendent l'aurore, mais qui veulent nous faire tomber dans la nuit. De l'extérieur, par des réformes successives qui modifient ces structures, altèrent ces modes de recrutement et font des professeurs à la fois des administrés et des agents d'administration, alors qu'ils sont l'université. Ils ont le sentiment de ne plus être aujourd'hui considérés. Sciences Po ne manque pas de considération, malgré une forte secousse. C'est un grand établissement, à la fois selon l'appellation officielle qui lui vaut un statut dérogatoire et selon la réalité. Vous y avez exercé votre activité professorale depuis 1976. D'abord comme maître de conférences, et puis en 1985 comme professeur associé. Vous avez assuré des enseignements sur les libertés publiques, le service public, et en 1985, vous succédez à Guy Brébant dans le grand cours de droit administratif. Guy Brébant, mon maître en conférence à Sciences Po et mon maître encore dans les grands arrêts. Vous avez élargi ce cours en l'étendant au droit public français et européen. Vous avez dirigé, coordonné les enseignements de droit public à Sciences Po et à l'ENA. Vous avez ainsi formé un
très grand nombre d'étudiants, dont certains sont entrés dans les grands corps, et particulièrement au Conseil d'État. D'autres sont même entrés en politique, et c'est ainsi que vous avez comme étudiants 3 anciens premiers ministres, dont l'un, l'actuel, est ici présent. Sans compter un autre Premier ministre qui, lui, n'a pas été votre étudiant, qui est aujourd'hui président du Conseil constitutionnel. Vos cours ont été prolongés par des livres. Je n'en retiendrai que 2. L'un, le droit administratif, repris de Guy Bréban, devenu droit public français et européen, qui correspond aux 2 cours qui sont maintenant enseignés à Sciences Po, l'un par vous et l'autre par Yann Aguila. Et la continuité de votre activité professorale se manifeste encore par le cours sur les grands enjeux du droit public que vous professez aujourd'hui. Votre autre livre, lui aussi plusieurs fois réédité, c'est la 12e édition cette année, s'intitule « Les libertés en question ». Pourquoi c'est pluriel? Quand j'écris ton nom, liberté, je le fais au singulier. Elle est au singulier aussi aux premières lignes de la Déclaration de 1789. Elle est une, même si elle porte sur plusieurs objets, mais s'attaquer à l'un de ces objets, c'est s'attaquer à la liberté en tant que telle. Pourquoi ces questions? Évidemment, parce que la liberté est menacée. Elle est menacée par la puissance publique, mais aussi par les puissances privées. Elle est tout autant menacée, et là, on n'y pense pas assez, par les déformations dont elle est l'objet et, évidemment, par les attaques dirigées contre elle. Les textes européens parlent de droit à la liberté, faisant de la liberté un droit subjectif, alors qu'elle relève fondamentalement d'un statut objectif, celui de l'homme, et par voie de conséquence de sa place dans la société. Le droit à la liberté dénature à la liberté. Et d'autres droits vont être invoqués contre elle. On l'a bien vu lors de la crise sanitaire, lorsque de jeunes médecins ont demandé que soit ordonné un confinement total sans aucune liberté. Ils invoquaient le droit à la protection de la santé. Il revient au pouvoir public d'assurer la sécurité, la salubrité, la tranquillité, de protéger la santé, de garantir l'ordre public, duquel le respect de la liberté fait partie tout autant que le respect de la dignité. Il n'est pas nécessaire de remonter à l'apôtre Jacques qui écrit « La vraie loi, c'est celle de la liberté ». Il suffit de se référer à la formule célèbre, il y a plus de 100 ans, d'un de vos prédécesseurs au pupitre du Conseil d'État. La liberté est la règle, la restriction de police, l'exception. Là est la réponse aux questions.
quand j'ai préparé ce discours, je me suis posé une autre question. Comment passer de ces sujets si sévères à l'opéra? Comme au golf, que vous pratiquez assidûment. Il faut un grand swing pour réussir cette ace. L'opéra prend une grande place dans votre vie. Vous aimez ce spectacle total, ces musiques, ces chants, ces ballets, ces jeux, ces mises en scène. Mais vous ne vous êtes pas contenté de l'admirer, vous l'avez administré. D'abord, comme président de la caisse de retraite de l'Opéra de Paris, puis de 2001 à 2018, comme président du conseil d'administration de cet Opéra de Paris. L'Opéra de Paris est un établissement public dont le caractère industriel et commercial rend bien mal de son activité et de son rôle. C'est un service public, notion dont le Conseil d'État a rappelé le rôle qu'il a joué dans l'identification de la notion. Nous y voilà. Il n'y a pas de rupture. Il y a au contraire un continuum entre ce que vous avez fait au Conseil d'État et à l'Opéra. Bien plus, vous aimez rappeler que l'Opéra de Paris est le successeur de l'Opéra royal créé par Louis XIV. C'est une illustration de la continuité de l'État. Chers confrères, cher Bernard, Lully, dans Attis, fait chanter la gloire du roi. Le Conseil d'État, en tout cas sa chorale, a chanté pour vous avec bonheur. C'était également pour nous. Nous en étions fort aises. Eh bien, de Prosper Veil, vous allez parler tout à l'heure. Eh bien, merci infiniment. Nous allons maintenant avoir un intermède non plus musical mais poétique. Un extrait du Hernani de Victor Hugo va nous être interprété par M. Clément Hervieux-Léger, sociétaire de la Comédie Française. Les caveaux qui renferment le tombeau de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. De grandes voûtes d'architecture lombarde. À droite, le tombeau de Charlemagne. Une seule lampe suspendue à une clé de voûte en éclaire l'inscription « Carolus Magnus ». Don Carlos est seul. Charlemagne, pardon. Ces voûtes solitaires ne devraient répéter que paroles austères. Tu t'indignes sans doute à ce bourdonnement que nos ambitions font sur ton monument. Charlemagne est ici. Comment, sépulcre sombre, peux-tu sans éclater contenir si grande ombre? Es-tu bien là, géant d'un monde créateur, et t'y peux-tu coucher de toute ta hauteur? Ah, c'est un beau spectacle à ravir la pensée que l'Europe ainsi faite et comme il l'a laissée. Un édifice avec deux hommes au sommet, deux chefs élus auxquels tout roi né se soumet.
Le pape et l'empereur sont tout. Rien n'est sur terre que par eux et pour eux. Un suprême mystère vit en eux, et le ciel, dont ils ont tous les droits, leur fait un grand festin des peuples et des rois, et les tient sous sa nue où son tonnerre gronde, seuls, assis à la table où Dieu leur sert le monde. L'univers ébloui contemple avec terreur ces deux moitiés de Dieu, le pape et l'empereur. L'empereur, l'empereur, être empereur. Ô rage, ne pas l'être, et sentir son cœur plein de courage. Qu'il fût heureux celui qui dort dans ce tombeau, qu'il fût grand. De son temps, c'était encore plus beau. Ô, quel destin! Pourtant, cette tombe est la sienne. Tout est-il donc si peu que ce soit là qu'on vienne? Quoi donc? Avoir été prince, empereur et roi, avoir été l'épée, avoir été la loi, géant pour piédestal avoir eu l'Allemagne, quoi pour titre César et pour nom Charlemagne, avoir été plus grand qu'Hannibal, qu'Attila, aussi grand que le monde, et que tout tienne là? Ah, briguez donc l'empire et voyez la poussière que fait un empereur. Couvrez la terre entière de bruit et de tumulte, élevez, bâtissez votre empire, et jamais ne dites c'est assez, taillez à larges pans un édifice immense. Savez-vous ce qu'un jour il en reste? Ô démence, 7 pierres, et du titre et du nom triomphant, quelques lettres à faire épeler des enfants. Si haut que soit le but où votre orgueil aspire, voilà le dernier terme. Oh, l'Empire, l'Empire, que m'importe. J'y touche et le trouve à mon gré. Quelque chose me dit, tu l'auras, je l'aurai. Si je l'avais, ô ciel, être ce qui commence, seul, debout, au plus haut de la spirale immense, d'une foule d'états l'un sur l'autre étagés, être la clé de voûte, et voir sous soi rangés les rois, et sur leur tête essuyer ses sandales, voir au-dessous des rois les maisons féodales, margraves, cardinaux, doges, ducs à fleurons, puis évêques, abbés, chefs de clan, hauts barons, puis clercs et soldats, puis loin du fait où nous sommes, dans l'ombre, tout au fond de l'abîme, les hommes, c'est-à-dire une foule, une mer, un grand bruit, pleurs et cris, parfois un rire amer, plaintes qui réveillant la terre qui s'effare, à travers tant d'échos nous arrivent fanfares. Les hommes, des cités, des tours, un vaste essaim, de hauts clochers d'église à sonner le tocsin, bases de nations portant sur leurs épaules la pyramide énorme appuyée aux 2 pôles, flots vivants qui toujours, l'étreignant de leurs plis, la balance branlante à leur vaste roulis. Ah, le peuple, océan, onde sans cesse émue, où l'on ne jette rien sans que tout ne remue, vague qui broie un trône et qui berce un tombeau, miroir où rarement un roi se voit en beau. Ah, si l'on regardait parfois dans ce flot sombre, on y verrait au fond des empires sans nombre, grands vaisseaux naufragés que son flux et reflux roulent et qui le gênaient et qu'il ne connaît plus. Gouverner tout cela, monter, si l'on vous nomme, à ce fait, y monter, sachant qu'on n'est qu'un homme.
Un grand merci. Eh bien, maintenant, notre nouveau confrère, M. Bernard Stirn, va procéder à la lecture de la notice sur la vie et les travaux de Prosper Veil. Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier honoraire, Madame le secrétaire perpétuel, Messieurs les secrétaires perpétuels, chères consoeurs et chers confrères, Mesdames, Messieurs, chers amis. Le président Rémy Brague a déjà salué les personnalités qui honorent cette cérémonie de leur présence et qui me permettront de ne pas mentionner à nouveau leur titre. Je souhaiterais toutefois vous dire, Monsieur le Premier ministre, combien je suis sensible à votre présence cet après-midi sous la coupole. Elle me touche autant qu'elle m'honore. Ma reconnaissance va également à vous, Monsieur le ministre, cher Clément Beaune, ainsi qu'au président Laurent Fabius qui est à vos côtés. Je voudrais remercier aussi tout spécialement les collègues et amis venus d'autres pays d'Europe, d'Allemagne, de Belgique, d'Italie, du Luxembourg, de Monaco, de Norvège, du Royaume-Uni, de Suisse. Je dois également une pensée particulière à ceux qui éclairent cette journée de musique et de poésie que vous avez entendue et que vous allez entendre. Je remercie enfin vivement les membres du comité de l'épée, présidé par Jean-Marc Sauvé, et ceux du comité d'organisation qui, sous l'impulsion de Martine de Boisdeffre, ont veillé avec le secrétariat de l'Académie au bon ordonnancement de cette cérémonie. Comme tout étudiant qui aborde le droit public, je découvrais, il y a un peu plus de 50 ans, le recueil des grands arrêts de la jurisprudence administrative, rédigé par Marsolon, Prosper Veil et Guy Brébant. Arrêt après arrêt, cet ouvrage donne une vue pragmatique, accessible et claire du droit public, tel que la jurisprudence du Conseil d'État l'a progressivement construit. Les trois auteurs se situaient pour moi dans une sorte d'éther de la pensée juridique. Expliquant les décisions rendues par le Conseil d'État et par le tribunal des conflits depuis la fin du XIXe siècle, ils se confondaient avec l'histoire et ils m'apparaissaient comme les contemporains de ceux qui ont forgé le droit administratif, Aucoq, Laferrière, Romieux, David, Pichat, Corneille, Léon Blum. Comme le narrateur de la recherche du temps perdu l'écrivait, dans un temps où lui paraissaient bien inaccessibles les mystérieux Guermantes, je pourrais dire qu'ils étaient pour moi des personnages de lanternes magiques. Découvrant les arrêts, j'étais en tout cas loin de me douter des liens que la vie allait me conduire à nouer avec les trois auteurs du recueil qui, en vérité, loin d'être des hommes du XIXe siècle, avaient à peine passé la quarantaine alors que je les découvrais au travers des grands arrêts. Entré quelques années plus tard au Conseil d'État, j'y nouerai des liens amicaux avec Guy Brébant, à qui je succéderai dans son cours à Sciences Po et qui m'associera aux 4 dernières éditions de son droit administratif français. Il me revient aujourd'hui d'occuper, à la suite du président Daniel Labetoul, les fonctions dont il a été le premier titulaire de vice-président de la Commission supérieure de codification. Devenu vice-président du Conseil d'État, Marsolon me proposa d'exercer auprès de lui les responsabilités de secrétaire général, à une époque passionnante où il redonnait toute sa vigueur à la juridiction administrative. Le jeune étudiant que j'avais été n'aurait pu songer qu'il lui serait ainsi donné d'enseigner et d'écrire avec Guy Brébant, de travailler au quotidien avec Marsolon. Mais il était plus loin encore d'imaginer que l'honneur lui serait fait de succéder dans votre académie à Prosper Veil et d'avoir le privilège de faire devant vous l'éloge de sa carrière et de son œuvre. Si j'ajoute que les grands arrêts de la jurisprudence administrative continuent leur vie, avec une 23e édition parue en 2021 et d'autres suivront, sous la conduite du professeur Pierre Delvolvé, dont les propos d'accueil m'ont profondément touché, et de Bruno Genevoix, à qui j'ai succédé à la présidence de la section du contentieux, je ressens comme le sentiment d'une boucle lumineuse qui a généreusement éclairé mes années jusqu'à cette séance. Prosper Veil, dont la famille était implantée à Bouxwiller, petite commune proche de Saverne,
est né à Strasbourg le 21 septembre 1926. Revenu à la France, l'Alsace de ce temps vivait paisiblement. Dans la sérénité, les parents du petit Prosper tenaient un commerce, pratiquaient leur religion, voyaient l'avenir de leurs enfants porté par l'école de la République. Mais le ciel s'obscurcit à partir de 1933 et les événements se précipitèrent en 1939 et 1940. De manière unilatérale, l'Allemagne nazie annexe en octobre 1940 l'Alsace et la Moselle au Reich. L'Alsace est rattachée au pays de Bade pour former avec lui le Reichsgau Oberrhein, tandis que la Moselle rejoint le Palatinat. Germanisation et nazification sont menées avec détermination, les Juifs sont expulsés, la famille Veil doit précipitamment partir pour Nice. Au début de la guerre, Nice apparaît à beaucoup comme une ville refuge. Située dans une zone démilitarisée, elle ne sera occupée par les Italiens qu'à la suite du débarquement des Alliés en Afrique du Nord, le 11 novembre 1942, puis après la chute de Mussolini par les Allemands en septembre 1943. Nombreux sont ceux qui s'y replient et y trouvent, en tout cas jusqu'à l'arrivée des Allemands, une relative protection. Peut-être le jeune Prosper Veil y croisa-t-il, dans le hall de l'hôtel Negresco ou sur le marché de la ville, Mina Kassef, à qui son fils Romain Gary a rendu un si merveilleux hommage dans La promesse de l'aube. Il aurait pu aussi y rencontrer Simone Jacob, née un an après lui, en 1927, et dont les parents s'étaient installés à Nice dès 1924. Devenue Simone Veil, elle écrit dans son livre « Une vie ». Nice ne cessait d'accueillir des réfugiés juifs. Il convient de souligner que les Italiens avaient une attitude de tolérance à l'égard des Juifs français. Paradoxalement, ils se montraient plus libéraux à notre égard que les autorités de notre propre pays ne l'avaient été. De sorte que jusqu'à l'été 1943, le sud-est de la France constitua un refuge pour les Juifs, au début parce qu'ils se trouvaient en zone libre, ensuite parce que les Italiens l'occupaient. Nice vit ainsi sa population s'accroître de près de 30 000 habitants en quelques mois seulement. Je termine la citation de Simone Veil. Après l'arrivée des Allemands à Nice, Prosper Veil et les siens eurent la chance, à la différence de Simone Jacob et de sa famille, d'échapper aux arrestations et à la déportation. Par une grâce étrange, révélatrice de la complexité de ces temps obscurs, le jeune Prosper fut même autorisé à passer les épreuves du baccalauréat à Montpellier, afin de ne pas avoir à composer, comme à Nice, le samedi. Après la Libération, la famille de Prosper Veil ne regagna pas l'Alsace et choisit de rester dans le Midi, où elle avait reconstruit sa vie. Prosper Veil commença ses études de droit à la faculté d'Aix-en-Provence, puis les acheva à Paris. Le 14 février 1952, il soutient sa thèse de doctorat sur les conséquences de l'annulation d'un acte administratif pour excès de pouvoir, devant un jury prestigieux composé de Marcel Valine, qui le préside, de Georges Vedel et de Charles Eisenman. La même année, qui est aussi celle de ma naissance, il est reçu major au concours de l'agrégation de droit public. Débute alors la carrière du professeur Prosper Veil, qui enseigne dans les facultés de droit de Grenoble, d'Aix-en-Provence, de Nice, puis, à partir de 1965, à la faculté de droit de Paris, qui n'est pas encore celle de Panthéon-Assas. Illustrée d'emblée par des écrits marquants en droit administratif, l'activité du professeur Veil s'est ensuite orientée vers le droit international. Mais sa pensée, tournée vers l'unité du droit, a en réalité suivi le sillon que ses premiers travaux avaient commencé d'emprunter. Âgé de 25 ans, Prosper Veil soutient une thèse qui peut être regardée comme un modèle. Les qualités dont toute son œuvre témoigne sont déjà présentes. La capacité à aller à l'essentiel, la liberté de penser, le sens de la formule, l'anticipation de l'avenir. Bien des thèses d'aujourd'hui gagneraient à revenir au format de celle de Prosper Veil, qui présente sa réflexion en à peine 350 pages, sans aucune de ces lourdeurs qui trop souvent encombrent la démonstration. Le jeune auteur pense par lui-même
et fait parfois preuve d'une liberté qui frise l'impertinence. Ainsi, il n'hésite pas à écrire que Laferrière, d'ordinaire si clairvoyant, commet ici une singulière erreur de raisonnement, ou qu'une analyse du doyen Bonnard est un pur sophisme. En termes prévenants, la critique peut s'adresser au Conseil d'État lui-même, dont écrit Prosper Veil, les arrêts ne disent que l'indispensable et souvent même moins. Avec un goût très sûr de l'image, Prosper Veil trouve des formules qui jettent une grande clarté sur les constructions juridiques. Il observe ainsi que l'annulation pour excès de pouvoir est comme une coulée de lave qui renverse tous les obstacles sur son passage. De manière plus saisissante encore, il écrit ceci. Comme Moïse disait aux Hébreux, « Voici, je place devant toi la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, et tu choisiras la vie. » Ainsi, le Conseil d'État rend à l'administration toute sa liberté, mais ajoute implicitement « et tu choisiras la légalité ». Lu aujourd'hui, avec le recul du temps, la thèse de Prosper Veil anticipe sur des évolutions qui viendront confirmer la pertinence de ses analyses. Dès l'année qui suit sa soutenance, les décrets du 30 septembre et du 28 novembre 1953 répondent à son vœu d'étendre la compétence des conseils de préfecture en les transformant en juridictions de droit commun. De manière plus prophétique encore, le jeune docteur appelle à des transformations qui se réaliseront beaucoup plus tard, parfois seulement au début du siècle suivant. Il invite ainsi à accélérer le cours de la justice en notant qu'une justice trop lente n'est plus qu'une injustice qui ne dit pas son nom. Il entrevoit des procédures d'urgence et parle même du référé qu'instituera la loi du 30 juin 2000 en affirmant, je le cite, qu'il faut avant tout organiser, sinon un contrôle préventif de la légalité, du moins un véritable référé administratif. Constatant que la non-rétroactivité de l'annulation est en voie de progression, il devine que la fiction de la rétroactivité de l'annulation pour excès de pouvoir connaîtra de plus amples limitations que plus d'un siècle plus tard, le Conseil d'État consacrera par sa décision Association AC du 11 mai 2004. Il appelle enfin avec force à l'enrichissement de la motivation des décisions, enrichissement que le Conseil d'État met aujourd'hui en œuvre, et Prosper Veil écrit dans sa thèse, destiné à souligner le caractère impératif des arrêts, le laconisme de ces derniers leur relève au contraire trop souvent toute force morale. Comment exécuter un ordre qui exige, pour être compris, la solution d'une véritable énigme? Des lignes directrices de la pensée de Prosper Veil se laissent en même temps percevoir dès sa thèse. La plus marquante concerne les liens entre le fait et le droit. Pour Prosper Veil, la force appartient à la réalité. Le droit n'est pas un absolu qui puisse faire plier le fait. La théorie ne l'emporte pas sur la pratique. Il écrit ainsi que lorsque la réalité est inconciliable avec un principe, c'est celui-ci qui doit céder et non pas celle-là. Et il ajoute que si les idées et les principes se laissent assouplir, la réalité est plus intraitable. Entre les faits et la théorie, ce sont les faits qui l'emportent à tout coup. Sa conclusion est nette, c'est bien le fait qui gouverne le droit. Pragmatique, il assigne au droit une place qui répond à sa fonction, sans le hisser au-dessus de sa condition, en déclarant que le droit n'est pas une œuvre d'art, mais un instrument de justice et d'efficacité. Cette vision réaliste et somme toute modeste du droit, particulièrement adaptée au droit international, ne le quittera pas. Il anticipe même sur des réflexions qu'il approfondira précisément à propos du droit international en écrivant que tous les auteurs ont été interpellés par le mystère de la coutume qui change le fait en norme. Dans sa thèse, les interrogations sur la souveraineté sont également déjà présentes au travers de cet autre mystère qui permet aux juges d'anéantir les actes de l'autorité publique et qui aboutit ainsi à ce que, nous dit-il, la légalité coiffe tout le monde d'en haut. Ordonné autour des conséquences de l'annulation dans l'espace et dans le temps, le plan de la thèse retient les deux dimensions de l'espace et du temps
comme des axes structurants de l'analyse juridique. Nous les retrouverons dans les réflexions ultérieures de Prosper Veil sur les liens qui unissent l'espace à la souveraineté et sur la construction dans le temps des systèmes juridiques, tout spécialement du droit international. Le temps demande enfin à la pensée d'être toujours en éveil, comme le souligne la phrase de Paul Valéry que Prosper Veil cite dans sa conclusion « Un esprit qui serait d'accord avec lui-même ne serait plus un esprit ». Une thèse aussi forte, suivie peu après de la place de majeur de l'agrégation de droit public, ne pouvait manquer de retenir l'attention. Le 22 novembre 1944, René Cassin, professeur à la faculté de droit de Paris avant la guerre et qui rejoignit le général de Gaulle à Londres dès juin 1940 et fut son conseiller juridique tout au long de l'épopée de la France libre, avait été nommé vice-président du Conseil d'État. Dans son discours d'installation, prononcé au Palais Royal le 23 décembre 1944, il évoquait ce moment décisif où notre France, remontant de l'abîme, reparaît à la lumière et reprend, à l'avant-garde des nations, sa place de mère des arts, des armes et des lois. Songeant, parmi bien d'autres innovations, à un ouvrage sur les grands arrêts de la jurisprudence administrative, le président Cassin eut l'idée de réunir, pour le rédiger, le jeune major de l'agrégation et le major la même année de l'École nationale d'administration, Marsolon. Devant l'ampleur de la tâche, Marsolon et Prosper Veil demandèrent peu après au vice-président de compléter leur équipe, qui fut alors rejointe par Guy Bréban. Le succès de l'entreprise vous est déjà connu. Dans la préface à la première édition, parue en 1956, le président Cassin et le professeur Marcel Valine évoquent ainsi le tout jeune professeur vers lequel ils se sont tournés. Monsieur Prosper Veil, élève à Aix de Monsieur Trottabat, a soutenu à Paris, en 1952, une thèse remarquable où il a renouvelé un sujet classique, les conséquences de l'annulation d'un acte administratif pour excès de pouvoir. Il a su le renouveler précisément parce qu'il a dépouillé avec un soin minutieux la jurisprudence du Conseil d'État et a ainsi découvert des avenues nouvelles frayées par le Conseil d'État et débouchant sur des problèmes insoupçonnés auparavant. Ainsi a-t-il fait la preuve que la jeune école du droit public est soucieuse au plus haut degré de rendre compte de la jurisprudence et de ses motifs profonds. En 1964, Prosper Veil publie, dans la collection Que sais-je des presses universitaires de France, Le droit administratif. Œuvre de synthèse d'une exceptionnelle densité, ce livre exprime l'essentiel en 126 pages, format imposé par la collection. Son succès légitime s'inscrit dans le temps. Régulièrement réédité, en collaboration pour les dernières années avec le professeur Dominique Pouillot, dont Prosper Veil avait dirigé la thèse, il en est à sa 26e édition. Dans le monde du droit public, sa première phrase, « L'existence même d'un droit administratif relève en quelque sorte du miracle », résonne avec une sonorité comparable à celle de cet État Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar, dans l'univers de la littérature. Les rapports du droit et de la souveraineté sous-tendent toute la lumineuse réflexion de l'ouvrage. Et je cite un passage de cet ouvrage. « Né d'un miracle, le droit administratif ne subsiste au surplus que par un prodige chaque jour renouvelé. Non seulement aucune force ne peut contraindre matériellement le gouvernement à se soumettre à la règle de droit et à la sentence du juge, mais l'État peut, en théorie du moins, mettre fin, quand il le désire, à l'autolimitation qu'il a consentie. Pour que le miracle se produise et qu'il dure, diverses conditions doivent être remplies qui tiennent à la forme de l'État, au prestige du droit et des juges, à l'esprit du temps. » Fin de citation. Les grands arrêts de la jurisprudence administrative et le que sais-je sur le droit administratif demeurent des références premières pour quiconque entend étudier le droit public. Outre ces deux ouvrages majeurs, mérite d'être mentionné, au titre de l'œuvre de Prosper Veil en droit administratif, un article intitulé « Le Conseil d'État statuant au contentieux, politique jurisprudentielle ou jurisprudence politique », publié en 1959 dans les Annales de la faculté de droit d'Aix-en-Provence,
Au titre stimulant et un brin provocateur, cet article conduit, dans ce qui est déjà la marque de l'auteur, une réflexion profonde et mesurée. Il note ce que l'on pourrait sans conteste, et peut-être même davantage encore, écrire encore aujourd'hui, que la jurisprudence administrative a pris des positions qui, débordant du plan strictement juridique, engagent la société politique française tout entière. Mais il observe qu'il appartient au Conseil d'État d'affirmer des principes qui assurent la permanence de ce que le président Cassin appelait le droit commun de la République. Avec la discrète ironie qu'il manie volontiers, quelques années après la querelle qui avait opposé le commissaire du gouvernement Bernard Chenot, futur secrétaire perpétuel de votre académie, au professeur Jean Rivero sur les faiseurs de système, l'auteur écrit que la nature des choses fait ainsi du Conseil d'État le plus grand de nos faiseurs de système. Le Conseil d'État exerce cet office comme une émanation, observe Prosper Veil, je le cite, d'un petit groupe de techniciens, hauts fonctionnaires, hommes politiques, journalistes, universitaires, qui, sans remplir toujours des fonctions officielles, gouvernent le pays en réalité. Fin de citation. C'est à ce milieu, nous dit-il, que le Conseil d'État, et je le cite à nouveau, emprunte la plupart des traits qui caractérisent sa jurisprudence en matière politique, sa résistance aux changements institutionnels, son libéralisme teinté d'une pointe de technocratie, ses formules brillantes mais souvent inefficaces, ses qualités incomparables mais aussi ses défauts certains. Fin de citation. Pour aller plus loin dans l'analyse, l'auteur conclut qu'il faudrait quitter le droit administratif pour entrer dans le domaine de la science politique. Mais Prosper Veil ne s'engagea pas sur un tel chemin. Sa réflexion prend en effet une autre direction, celle du droit international. Il ne s'est guère expliqué sur les raisons de cette nouvelle orientation. Sans doute sont-elles de divers ordres. L'influence du professeur André Gros, jurisconsulte du ministère des Affaires étrangères, a joué un rôle. Le goût des voyages et la bonne pratique des langues étrangères ont apporté leur part de stimulation. Peut-être aussi Prosper Veil a-t-il trouvé que l'étude du droit administratif se heurtait à des limites, et d'abord à celle d'avoir pour source principale la jurisprudence du Conseil d'État, qu'il analysait avec finesse et respect, mais dont il ressentait aussi certaines insuffisances et dont surtout il ne voulait pas demeurer prisonnier. De manière plus positive, le contexte de l'après-guerre et de la libération invitait à réfléchir à un ordre international aux valeurs mieux affirmées. Au travers du procès de Nuremberg, le crime contre l'humanité et le génocide font leur tragique apparition dans l'univers du droit, sous l'éclairage en particulier des travaux de Ernst Lauterpacht et de Raphaël Lemkin, tous deux originaires de la même ville, aux confins de la Pologne et de l'Ukraine, qui est évoqué de manière saisissante dans son livre « Retour à Lemberg » par l'avocat britannique Philip Sands. Devenu Lwów, puis Lviv, la ville, qui était autrefois Lemberg, est aujourd'hui le témoin, au cœur de notre Europe, des fureurs des hommes et de la violence des armes. Le jeune Prosper Veil, qui deviendra familier d'Ernst Lauterpacht, professeur à Cambridge, n'a pas pu ne pas être marqué, au lendemain de la dernière guerre mondiale, par les nouvelles lumières que le droit international allumait. Avec ses vastes horizons et ses perspectives d'évolution, le droit international ouvrait un large champ d'analyse, de création, d'interrogation. Aussi, est-ce vers cette nouvelle frontière qu'il se dirigea de manière résolue. Ces enseignements évoluent du droit administratif vers le droit international. Ces étudiants sont marqués par la clarté de ses cours, la modestie d'un maître à qui il est facile de s'adresser, l'originalité de sa pensée personnelle. À 3 reprises, il assure, en 1969, 1976 et 1992, le cours d'été de l'Académie de droit international de La Haye. Un ouvrage magistral, le droit international en quête de son identité, en est issu. Ces nombreux articles, rédigés avec soin et d'une grande force d'expression, illustrent les évolutions, les doutes et les apports du droit international.
S'il ne dirige des thèses qu'en nombre choisi, Prosper Veil les préface volontiers lorsqu'elles sont publiées, comme celles de Daniel Lochac ou de Stéphane Rials. Il apporte de riches contributions aux mélanges offerts à ses maîtres ou à ses aînés, Louis Trotaba, Marcel Valine, Charles Rousseau, Michel Stanisopoulos, Charles Eisenman, Paul Rother, Berthold Goldman, Claude-Albert Colliard. Lorsque viendra le temps de la fin de sa carrière universitaire, ses propres disciples, conscients que sa modestie s'accommoderait mal de cette tradition des mélanges, ont eu la belle idée d'une formule plus personnelle qui a consisté à rassembler ses écrits les plus marquants en un riche volume, sobrement intitulé « Écrits de droit international ». Développée dans ses enseignements et ses travaux, la pensée de Prosper Veil s'est aussi nourrie d'une grande expérience de praticien. Sans chercher les honneurs, il s'est acquitté, avec autant de discrétion que d'application, de nombreuses tâches qui lui ont permis d'avoir une vue concrète du droit international et de participer à la vie d'institutions variées. Il a beaucoup pratiqué le droit international comme conseil de différents États devant la Cour internationale de justice et comme membre et président de tribunaux arbitraux constitués notamment pour régler des questions de délimitation maritime. Il fut membre de la Cour permanente d'arbitrage et de l'Institut de droit international dont il assura la présidence. Il fut également membre puis président du tribunal administratif de la Banque mondiale et président du comité supérieur d'études juridiques de la principauté de Monaco. De ses dernières fonctions, il conserva un grand attachement à la principauté. Prosper Veil fut élu au 4e fauteuil de votre section législation, droit public et jurisprudence le 18 janvier 1999. Ce fauteuil avait été celui d'Auguste Vivien, qui avait présidé le Conseil d'État sous la Deuxième République, et de Faustin Hélie, qui le présida au début de la Troisième. Il avait été occupé par le professeur Charles Dupuy, par l'avocat au Conseil Jean Labbé, par le président René Coty. Prosper Veil y succédait à son ami, le professeur René-Jean Dupuy, dont il retraça la vie et les travaux le 9 mai 2000 dans une notice dont certains thèmes conservent toute leur résonance. Il écrivait ainsi : « Comment rester insensible à la transformation de notre univers en un village planétaire au sens plein du terme, alors que les sociétés humaines se sont construites sur des espaces physiques découpés par des frontières, nous voici plongés dans une civilisation de l'instantané et du simultané, dans laquelle la planétarisation des réseaux de communication et le fulgurant développement de l'Internet transcendent la souveraineté des États. » Il concluait son propos en citant une phrase de Vladimir Jankélévitch qui ne peut qu'être rappelée aujourd'hui : « La mort n'a jamais tué personne ». Dans ses réflexions de droit international, 3 thèmes, déjà présents dans ses travaux de droit administratif, guident les analyses de Prosper Veil: l'espace, le temps, la souveraineté. Le droit international règle l'espace que se partagent les États. Maritimes et terrestres, les frontières se dessinent à partir de la géographie, des réalités et du droit. Prosper Veil écrit : « La délimitation terrestre s'analyse comme une opération juridique et politique qui tente à fixer l'étendue spatiale de la souveraineté de 2 États voisins. Elle consiste à déterminer les contours spatiaux de ces souverainetés, à la fois juxtaposées et contiguës, qui caractérisent la société des États. Une approche plus juridique encore s'impose pour la délimitation maritime, qui combine mer territoriale, zone contiguë, zone économique exclusive, plateau continental et eaux internationales. Dans cette cartographie du droit international, Prosper Veil a puissamment éclairé la théorie et contribué, dans la pratique, à régler par des arbitrages nombre de différends. Le droit international s'inscrit dans le temps. Écoutons Prosper Veil. Le droit international se caractérise par une remarquable stabilité. S'il est toujours recommencé, il est aussi toujours le même. Cette dialectique de la permanence et du changement en est sans doute l'un des traits les plus fascinants. De sa permanence, qui tient à ses liens avec les caractéristiques constitutives des États, le droit international tire en grande partie sa force. Il donne à la coutume une autorité plus affirmée que dans d'autres branches du droit.
Mais le droit international évolue. Il s'intéresse à des questions qu'il n'avait guère abordées dans le passé, au travers des contrats d'État, des accords de développement économique, des investissements privés internationaux. Un droit économique international se dessine. La protection des droits de l'homme et la garantie des droits fondamentaux, qui relevaient naguère de la seule sphère étatique, s'inscrivent dans l'espace international. Ces innovations sont à prendre en compte, même s'il convient de ne pas exagérer leur portée au regard des données invariables du droit international. Écoutons là encore Prosper Veil. « Rien ne se perd plus vite que la modernité, rien ne se démode plus vite que la mode, rien n'est plus ambivalent que le concept de progrès. » Plus caustique encore, il écrit « Après le nouveau roman et la nouvelle société, voici le nouveau droit. » Là aussi, tout est affaire d'équilibre pour donner au temps sa juste mesure. Prosper Veil le constate avec force. Tout droit, qu'il soit économique ou politique, doit nécessairement incorporer le cours du temps et l'évolution de la conjoncture, faute de quoi il sombrerait dans la fiction et l'irréalisme. Mais tout droit, qu'il soit économique ou politique, doit également surmonter le temps. L'art du droit consiste non pas à démissionner devant les faits, mais à chercher à les dépasser par un projet humain qui, sans décoller de la réalité, tend néanmoins à la transcender. Telle la mer toujours recommencée de Paul Valéry, le droit international est toujours recommencé, tout en demeurant le même. Ces rapports, vous l'avez vu, à l'espace et au temps, font songer aux hommes dont Marcel Proust nous a montré qu'ils occupent, à côté de celle si restreinte qui leur est réservée dans l'espace, une place au contraire prolongée sans mesure, puisqu'ils touchent simultanément, comme des géants plongés dans les années, à des époques si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer dans le temps. Le droit international, enfin, repose sur la souveraineté des États. Égaux entre eux, les États acceptent de se lier par des règles qu'ils créent, en reconnaissant une coutume ou en adoptant des traités. Ils sont à la fois les auteurs et les sujets du droit international. Il en découle une forme de relativité et de fragilité de ce droit. Prosper Veil rappelle la phrase du général de Gaulle « Les traités internationaux sont comme les roses et les jeunes filles, ils durent ce qu'ils durent. » Il qualifie les juristes de droit international qui peinent à appréhender une matière aussi contingente, aussi incertaine, de masochistes parmi les masochistes. Mais le socle de souveraineté fait aussi la grandeur et la force du droit international. Par un effort de volonté, il règle la coexistence des États en vue de buts communs et il assure la stabilité de l'ordre international. Si, comme nous le constatons hélas aujourd'hui, il ne peut à lui seul garantir la paix, la coopération, la bonne entente entre des États qui restent titulaires d'une pleine souveraineté, il impose tout de même progressivement des règles qui se consolident avec le temps et dont il n'est certes pas impossible, mais tout de même de plus en plus difficile de s'affranchir. Le respect du droit par des États souverains tient de ce miracle que Prosper Veil avait déjà révélé à propos du droit administratif. L'ensemble du droit public y trouve son unité. Prosper Veil explique « La présence de l'État, ou si l'on préfère de la souveraineté, de la puissance publique, confère une profonde unité à l'ensemble du droit public, qu'il s'agisse du droit public interne, qu'est le droit administratif, ou du droit public externe, qu'est le droit international. Parce qu'il a construit de longue date un système déjà fort structuré, le droit administratif fait, au regard du droit international et dans l'échelle du temps, figure de précurseur. Mais l'un comme l'autre doivent composer avec la souveraineté. Prosper Veil en conclut avec la modération teintée d'un léger scepticisme que nous lui connaissons, que, tandis que l'étude du droit international aura incité le juriste à ne pas trop attendre du droit administratif, celle du droit administratif lui enseigne à ne pas désespérer trop du droit international.
Dans ce cadre tracé par l'espace, le temps, la souveraineté, Prosper Veil développe une réflexion innovante et qui étend ses ramifications au-delà du droit international. Il est le premier à déceler une échelle de normativité. Il écrit « La normativité devient une question de plus ou de moins. Il est désormais des normes plus lourdes que d'autres, plus obligatoires que d'autres. » La formule de normativité graduée qu'il emploie dans un article publié en 1982 se retrouve 31 ans plus tard dans l'étude annuelle de 2013 que le Conseil d'État a consacrée au droit souple et qui a été suivi d'importants prolongements jurisprudentiels. La discrétion dont Prosper Veil a témoigné toute sa vie ne peut empêcher d'évoquer son cercle familial et ses convictions religieuses qui ont été le support constant de sa pensée et de son travail. La réflexion de Prosper Veil ne se serait pas épanouie sans l'équilibre harmonieux de sa famille. Son épouse, Viviane, a été constamment à ses côtés jusqu'à sa disparition en 2015. Il était très attentif à ses deux enfants, Philippe et Lydie, que je suis heureux de saluer, et il a pu se réjouir du chemin suivi par ses petits-enfants, dont l'un est avocat à Paris et l'autre, Daphné, professeur de droit en Israël. Il aurait été heureux de savoir qu'ils sont présents à la cérémonie d'aujourd'hui. Prosper Veil a trouvé une partie de sa lumière dans la foi. Plusieurs de ses travaux en portent témoignage, depuis son mémoire de diplôme d'études supérieures d'allemand, relatif aux sources juives de Joseph et ses frères de Thomas Mann, en particulier son article sur le judaïsme et le développement du droit international, sa contribution au numéro des nouveaux cahiers de l'Alliance israélite universelle consacrée aux relations judéo-chrétiennes et sa préface du livre sur le caractère juif de l'État d'Israël. Parlant couramment l'hébreu, fidèle aux traditions éorites, il pouvait encore, les derniers temps de sa vie, et alors que la conscience s'estompait, rechercher l'espérance et la dignité dans la transcendance venue du fond des temps et portée par les siens. Pour nous tous, sa vie et ses travaux demeurent source de lumière alors qu'il a rejoint, selon les mots de la romancière britannique George Eliot, le cœur invisible des immortels qui vivent à nouveau dans les esprits rendus meilleurs par leur présence. Nous avons donc dû laisser sortir Monsieur le Premier ministre, que nous remercions d'avoir été présent. Je lève donc la séance, mais je vous prie de ne pas encore quitter vos places afin d'écouter le dernier intermède musical du Faust de Gounod par Monsieur Hervé Cassagnabert, conseiller d'État, accompagné par Monsieur Mathieu Audinet. Cet intermède sera suivi par la remise de l'épée d'académicien par Monsieur Jean-Marc Sauvé. Salut
Maintenant, M. Jean-Marc Sauvé va remettre son épée d'académicien à notre nouveau confrère. Monsieur le Président de l'Académie des sciences morales et politiques, Monsieur le Chancelier de l'Institut, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Vice-président du Conseil d'État, Mesdames, Messieurs, chers collègues, cher Bernard, c'est un honneur, un plaisir et une joie que de remettre à Bernard Stirn, au nom du comité d'honneur du comité de l'épée, l'épée qui signe son appartenance à l'Académie des sciences morales et politiques et à l'Institut de France. C'est un honneur, en effet,
d'accomplir ce rite en un tel lieu, sous la coupole de l'Institut, devant un pareil aréopage. C'est un plaisir aussi de s'exprimer devant tant de collègues, d'amis et de visages familiers que j'aime ou je respecte. Et c'est une joie d'avoir été choisi pour cet office par un collègue et un ami que j'aime et je respecte infiniment. Nous avons, Bernard Stirn et moi, dans la plus grande harmonie humaine et professionnelle, cheminé près de 12 ans de concert au service du droit et du bien commun, dans les jours ordinaires, les difficultés et parfois aussi des réussites, dans des fonctions distinctes mais tellement complémentaires, celle de président de la section du contentieux et celle de vice-président du Conseil d'État. Cette cérémonie est aussi pour moi l'occasion d'exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui, sous l'impulsion du comité d'honneur, ont apporté leur contribution pour cette épée. Qu'elles soient toutes remerciées pour leur générosité. Notre comité n'a pas l'outrecuidance de penser qu'il pourrait, par ses propres vertus, adouber un nouveau chevalier. Il se borne à lui remettre son épée, et c'est déjà beaucoup. Ce sont vos votes, mesdames et messieurs les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, qui, il y a plus de 3 ans, ont conféré cette qualité à Bernard Stirn. Mais celui-ci avait, au-delà des titres et des mérites que vous avez su distinguer, une vocation particulière à siéger parmi vous. Comme ses collègues du Conseil d'État, il appartient à un corps d'épée et non de robe. Ce point que les historiens ne se hasardent plus à discuter gagne toujours à être rappelé et médité en des temps où la justice fait débat au point que doivent lui être consacrés des États généraux. En outre, la famille de Bernard Stirn détient une épée dont l'histoire vaut d'être contée. Elle nous enseigne des permanences et des continuités républicaines, comme elle fait pressentir des ouvertures et des renouvellements au fil des générations. Cette épée qui a été forgée dans les commencements de la Troisième République est en effet celle, le professeur Delvolvé nous l'a dit, que le grand-père de votre confrère, Myrtil Stirn, a portée comme préfet des Hautes-Pyrénées à partir de 1928. Chef de cabinet de préfet en 1902, il y a 120 ans. Il avait été nommé sous-préfet en 1908 et avait notamment occupé le poste de sous-préfet de Béthune pendant 10 ans, de 1918 à 1928, pour reconstruire cet arrondissement ravagé par la Première Guerre mondiale. Il fut ensuite préfet d'Eure-et-Loir, de la Haute-Vienne et de Maine-et-Loire, à Chartres, Limoges et Angers. En 1938, Myrtil Stirn fut nommé directeur général de l'hygiène et de l'assistance et, en cette qualité, cela fut dit, conseiller d'État en service extraordinaire. Il fut mis à la retraite d'office en 1940 en application des lois de l'État français et il mourut 10 ans plus tard, peu de temps avant la naissance de Bernard, qui reçut de lui son second prénom. Le père de Bernard, Alexandre Stirn, reprit cette épée lors de sa nomination comme préfet du Lot en janvier 1946. Il l'a ensuite portée comme préfet du Calvados pendant 10 ans, de 48 à 58, où il a notamment mené à bien la reconstruction de ce département, puis comme préfet de la région Bretagne. C'est alors que le grand uniforme fut aboli. Mais Alexandre Stirn a continué à le revêtir quelque temps. Il fut ainsi le dernier préfet de la République à porter l'épée
lors de la cérémonie de départ du général commandant la région militaire de Rennes. Il l'apportait également ce qui n'allait pas de soi, lorsque, pendant la traversée du désert, il accompagnait le général de Gaulle en visite en Normandie, notamment à Bayeux. Voilà pour l'histoire familiale, mais pas uniquement, vous l'avez compris, de cette épée. Sa rénovation a été menée à bien par Michel Renonciat, restaurateur du patrimoine et des musées nationaux et grand spécialiste des épées d'académiciens. Cette épée est la dernière sur laquelle il a travaillé, puisqu'il est décédé le 22 mars 2020. Elle est en quelque sorte son testament, et je me devais de rendre hommage à ce restaurateur. Ont été gravés par lui, sur la chape côté revers, selon la tradition, le nom de Bernard Stirn, celui de l'Académie des sciences morales et politiques, et la date de son élection, le 18 mars 2019. Sur la nacre de la fusée, côté face, les symboles du Conseil d'État et de Sciences Po, où Bernard s'est illustré, ici comme un enseignant hors pair, révéré par 46 générations ou promotions d'élèves, dont beaucoup ont accédé aux plus hautes fonctions, et là, au Conseil d'État, dans la plupart des affectations possibles, de commissaire du gouvernement à emblématique président de la section du contentieux, en passant notamment par celle de secrétaire général de cette institution. Sur la nacre de la fusée, côté arrière maintenant, la façade du Palais Garnier, Bernard ayant présidé 17 ans durant aux destinées de l'Opéra de Paris, et le lion de Normandie, et non des Flandres, comme je l'avais, dans un instant d'égarement, espéré. Au-dessus du bouton de la chape, une balle de golf posée sur son tee, avec 2 clubs croisés en arrière-plan. Bernard, on le sait, pratique le golf, et alors auditeur au Conseil d'État, il a tenté, à 24 ans, de convaincre le président Larocque, avec un simple succès d'estime, qu'il s'agissait bien d'un sport. Cette épée rend ainsi compte, bien mieux qu'un long discours que la rude discipline des temps de parole ne permet pas, des accomplissements de 3 générations d'une famille française, où il est question de service de l'État, et donc de préfectoral et de Conseil d'État, d'un territoire d'incarnation, la Normandie, où Bernard est né, réside et où les Stirn se sont illustrés, mais aussi d'enseignement du droit, de transmission, d'art lyrique et même de golf. À cette épée, rien ne manque, excepté la bibliothèque des livres que Bernard a écrits. Mais nous sommes tous ici des lecteurs particulièrement redevables envers cet auteur, point donc n'était besoin de les nommer sur l'épée et de profaner la lame. À votre compagnie, créée sous la Convention pour réfléchir aux enjeux de notre temps et aux réponses qui peuvent et doivent leur être apportées, Bernard Stirn était voué à appartenir. Dans un monde d'incertitude, d'instabilité et de démesure, il incarne une voie de raison, de réflexion et de modération. Pour avoir médité la pensée de Portalis, il sait que les lois ne sont pas de purs actes de puissance. Ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Il sait que les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois, qu'il est possible de chercher et de trouver la juste solution, c'est-à-dire la justice, même dans les situations les plus compromises. Toute vie est quête de sens,
toute personne humaine est essentiellement un vœu, et sa vie est révélation, progressive ou soudaine, de sa vocation, dont elle n'avait le plus souvent pas conscience au départ. Une vie ne peut se réduire à un plan de carrière. Tel est le sens du parcours de Bernard Stirn et de sa présence en ce jour, en ce lieu, saint de son épée. Merci infiniment. Donc, mesdames et messieurs, nous serons heureux de vous retrouver dans les salons pour un moment de convivialité autour de M. Bernard Stirn, notre nouveau confrère.